Bonsoir, au sommaire de cette édition du 20h sur les antennes d'LTM Télévision, Mouamadou Bouhari promet de combattre les fous de Boko Haram. C'est l'information principale à retenir du discours d'investiture du successeur de Goodluck Jonathan. L'ex-général poutiste a prêté serment ce vendredi à Eagle Square d'Abuja en qualité de chef d'État de la République fédérale du Nigeria. Grand absent à cette cérémonie d'investiture, le président de la République, Paul Biya, qui s'est fait représenter par Amadou Ali, vice-premier ministre, ministre délégué à la présidence de la République chargé des relations avec les assemblées. Et puis les populations de Newton Aéroport baignent dans une zone insécure depuis plusieurs semaines. Les agressions se multiplient dans ce quartier situé dans le 2e arrondissement de la ville de Douala, des populations qui appellent désormais les pouvoirs publics et les forces de maintien de l'ordre à prendre leurs responsabilités. Et pour comprendre l'actualité politique au Cameroun et le contexte actuel, Armand Okol, directeur de l'information d'LTM Télévision, est l'invité du 20h. Voilà Paul Sommer. Nous débutons donc ce journal par cette actualité en économie pour parler de la BAD, la Banque africaine de développement, qui a un nouveau président à la personne de Akinwumi Adesina, qui est ministre en charge de l'agriculture de Nigeria. Elle a été portée à la tête de cette institution panafricaine financière jeudi dernier au terme d'un scrutin très couru. Les précisions de Luc Serge Didier-Non. C'est suite à une élection démocratique et transparente, soit après 6 tours de scrutin, que la Banque mondiale de développement BAD a son nouveau président. Le ministre nigérian de l'Agriculture, candidat de son pays, Akinwumi Adesina, a été élu le 28 mai dernier avec 58,10% des voix, devançant ainsi le Tchadien Bedoumara Kodi, deuxième sur les 8 candidats en liste, avec 31,62% des voix. Son élection par le Conseil des gouverneurs, 80 au total de la BAD, s'est tenue au terme d'une journée marathon en marge de 50e assemblée annuelle de l'institution qui ont lieu du 25 au 29 mai à Abidjan en Côte d'Ivoire. Il remplace à ce poste stratégique pour le continent le Rwandais Donald Kaberuka qui quitte ce prestigieux poste après 2 mandats de 5 ans à la tête de cette institution bancaire au service du développement de l'Afrique. Aussitôt élu, le nouveau président Dr Akinwumi Adesina s'est dit engagé à relever les nombreux défis qui l'attendent à la tête de cette institution, non sans compter sur le soutien de tous les États membres du Conseil des gouverneurs de la BAD. Il prendra ses fonctions le 1er septembre 2015 prochain au cours d'une cérémonie officielle d'installation. Et puis nous l'annoncions au titre le 28 mars dernier, Mouamadou Bouhari a été élu en qualité de président de la République du Nigeria. La cérémonie d'investiture s'est donc déroulée ce vendredi en présence d'un parterre impressionnant d'invités. Grand absent à cette cérémonie d'investiture, le président de la République, Paul Biya, qui s'est fait représenter par le vice-premier ministre, ministre délégué à la présidence de la République, chargé des relations avec les assemblées. Reportage. Après sa victoire aux élections présidentielles du 28 mars dernier, le candidat du All Progressive Congress prend officiellement les rênes de la République fédérale du Nigeria. Le passage du témoin entre le président actuel et Goodluck Ebele Jonathan, son prédécesseur, s'est effectué au cours d'une cérémonie d'investiture qui s'est déroulée ce 28 mai 2015 à Abuja au Nigeria. En l'espace d'une journée, Abuja a servi de lieu de rencontre à plusieurs chefs d'État et gouvernement venus des pays africains et occidentaux. Le vice-premier ministre, ministre délégué à la présidence, chargé des relations avec les assemblées, Amadou Ali, était le représentant personnel du chef de l'État à ce rendez-vous. Dès lors, les avis sont partagés au sein de la classe politique camerounaise. Si certains ne trouvent pas à redire quant au choix de se faire représenter opéré par le chef de l'État, d'autres estiment que le Cameroun vient de passer à côté d'une occasion de repenser la collaboration entre les deux États pour ce qui est de la lutte contre le groupe terroriste Boko Haram. Cette seconde catégorie soutient également que la présence du chef de l'État camerounais à cet événement aurait permis de définir les sujets prioritaires en vue des futures rencontres entre les pays de la Communauté économique des États de l'Afrique centrale, CEEAC, mais aussi de jeter les bases du prochain sommet CEEAC-CEDEAO axé sur la lutte contre Boko Haram. Âgé de 72 ans,
Muhammadu Buhari accède au fauteuil de président de la République fédérale du Nigeria à la suite de 3 échecs enregistrés respectivement en 2003, en 2007 et en 2011. Et puis nous l'annoncions également à l'orée de cette édition du journal sur LTM Télévision. Nous allons à présent recevoir Armand Okol, qui est directeur de l'information d'LTM Télévision, dans la posture d'invité du 20h. Avec lui, nous allons décrypter le contexte et l'actualité politique de l'heure au Cameroun. Armand Okol, bonsoir. Bonsoir, monsieur le rédacteur en chef. Je pense qu'en pareille circonstance, il est inutile de rappeler que vous êtes adjoint. Eh bien, nous débutons avec éventuellement cette première question. Les Camerounais continuent de se poser la question au sujet de l'avènement d'un nouveau gouvernement au Cameroun. Est-ce que vous avez des informations susceptibles de confirmer que l'on s'achemine progressivement vers un remaniement dans notre pays? Écoutez, d'aucuns iraient à se poser la question de savoir de quoi nous parlons. Ils s'appuieraient en cela par les événements récents qui montrent effectivement qu'excepté le président de la République, Paul Biya, il est difficile pour un individu quelconque de prévoir ou de prétendre s'il y aura un gouvernement ou pas et quand est-ce que celui-ci pourrait se tenir. Mais des informations généralement tirées à très bonne source m'amène à penser qu'un nouveau gouvernement est imminent. Je serais même tenté de dire la semaine prochaine ou la semaine d'après, tout au plus tard. Et en cela, je m'appuie sur le contexte. Vous avez bien fait de le rappeler tout à l'heure. Il y a tout près de nous la célébration du 43e anniversaire de l'État unitaire et on a vu que la nation tout entière et le gouvernement particulièrement étaient mobilisés pour que cet événement puisse se tenir. Donc, passé cet événement, on peut supposer que le chef de l'État, lui qui jouit du pouvoir discrétionnaire et qui nomme aux emplois civils et militaires, a la possibilité de faire un nouveau gouvernement. Il faut rappeler également que le Premier ministre vient tout récemment d'être conforté dans sa posture de ministre parce qu'il faut le dire, et vous le savez mieux que quiconque, ces derniers temps, il a eu des démêlés avec certains membres du gouvernement qui sont sous sa responsabilité. Le dernier cas en date, de la semaine dernière, où il a dû frapper du poing sur la table et où il a remis la ministre des Arts et de la Culture à sa place. On peut supposer que lorsqu'on redonne au Premier ministre qui est chef du gouvernement la possibilité d'exercer son rôle, eh bien, cela signifie qu'on s'achemine progressivement vers des lendemains meilleurs. Il y a le plan d'urgence qui traîne, qui n'a pas encore suffisamment pris les rails. À partir de ce moment, on suppose que le chef de l'État a une raison supplémentaire pour former le gouvernement. Il y a une sorte de stabilité dans la guerre contre Boko Haram, car vous savez que c'est la grande préoccupation de ces derniers temps et on suppose donc que tous ces éléments mis en place, le gouvernement pourrait être imminent. C'est des informations de journalistes. C'est vrai, malheureusement, qu'avec le président de la République, il aime prendre des gens par surprise et qu'un entretien seul comme celui-ci pourrait l'amener à changer d'option car, il faut le dire, il est déjà arrivé à plus d'une fois qu'il ait signé des décrets et qu'il ait ordonné qu'on les retire alors qu'ils étaient à quelques moments d'être élus. Donc, possible que le gouvernement soit dans l'imminence, je pourrais dire d'ici la semaine prochaine ou la semaine d'après. On prend peut-être un risque à le faire, mais je pense que c'est un risque qui vaut la peine. Alors Armand, encore a supposé que l'avenir vous donne raison et que ce gouvernement, nouveau gouvernement, arrive enfin. Qu'est-ce qui peut justifier le blocage observé jusqu'ici, puisque ce gouvernement était logiquement attendu au lendemain du double scrutin municipal et législatif de décembre 2013? Vous faites bien de le mentionner. Le président de la République du Cameroun a habitué les Camerounais à ce qu'au sortir des scrutins comme le scrutin municipal et législatif, qu'il revoie son gouvernement. Donc, au sortir du double scrutin municipal et législatif, les Camerounais étaient en droit d'attendre un nouveau gouvernement, mais on pourrait penser que les résultats qui confortaient un peu la suprématie du RDPC ne lui imposaient pas tant que cela à former un nouveau gouvernement parce qu'il gagnait avec une large majorité d'abord au sénatorial avec 82 sénateurs sur les 100, même si sur les 70 qui ont été élus, le président de la République, encore jouissant du pouvoir discrétionnaire, nommé 30.
Et dans les postes électifs et nominatifs des sénateurs, le RDPC s'en sortait avec 82. Quand vous allez ensuite au niveau des municipales, le RDPC avait également une victoire très confortable, 153 députés. À partir de ce moment, eh bien, il n'avait aucune volonté à vouloir se précipiter à former un gouvernement. Il y a également eu une forte mobilisation pour l'organisation du cinquantenaire de la réunification. Rappelez-vous que dans une de ses adresses à la nation, il avait indiqué que dans les prochains jours, eh bien, la célébration de la fête de la réunification à Buea allait se tenir. La suite lui a donné tort. On a dû reporter par 2 fois cet événement. On suppose donc à partir de ce moment qu'il voulait d'abord que cet événement se tienne avant de procéder à la formation du gouvernement. Il y a eu également le contexte marqué par la situation sécuritaire. D'abord à l'est du pays avec ses nombreux réfugiés. Aujourd'hui, on estime à plus de 200 000 le nombre de réfugiés centrafricains à l'est du pays. À partir de ce moment, avec une préoccupation comme celle-là, il était peut-être pas du tout opportun de former un gouvernement. Il y a eu d'énormes mouvements sociaux à la suite de ce double scrutin. Et donc, logiquement, on peut penser que ce sont les éléments qui ont amené le président à surseoir un tant soit peu à la formation de ce gouvernement et, disons-le, peut-être pour taquiner un peu, mais l'année dernière, vous le savez mieux que quiconque, le chef de l'État a observé plusieurs absences répétées dans le territoire camerounais. Il a effectué plusieurs déplacements et on ne fait pas un gouvernement sans être soi-même là. Alors Armand Okol, j'imagine la complexité de la question. Peut-on imaginer au regard des informations que vous venez d'apporter, des éléments d'information que vous venez d'apporter, qu'il y a une méthode de BIA? Oui, il y a effectivement une méthode BIA. Pour comprendre l'homme BIA, il faut noter avec l'écrivain qui le décrivait comme un sphinx. Biya est un sphinx. Pour le démontrer, je voudrais vous amener à comprendre la manière avec laquelle il a réussi à déjouer les pronostics pour être désigné successeur constitutionnel du président Ahidjo. Il y a des cas, et l'histoire nous enseigne, que des personnalités comme Vodor ont dissuadé le président Amadou Ahidjo à le nommer. L'épouse personnelle du président Feu Ahidjo Amadou a découragé son mari de nommer le président Biya, mais vous savez parfaitement qu'il jouissait de la haute confiance du président Amadou Ahidjo pour être nommé. C'est le sphinx. Le deuxième élément de la méthode de Biya, c'est le Machiavel. Biya est un Machiavel et des écrivains l'ont dit également. Notez la manière avec laquelle son ami et médecin personnel, le professeur Titus Ezoa, a été mis en prison. Il n'est certes pas le magistrat, mais il est le chef suprême de la magistrature. Donc une décision comme celle de faire embastiller le professeur Titus Ezoa a certainement reçu son quitus. Et tout récemment encore, le cas Gervais Mendoza, comme décrivait comme un impondérable, un monsieur très proche, très adulé, aussi bien par l'épouse du chef de l'État, par feu madame la belle-mère du chef de l'État, que par le chef de l'État lui-même. Et rappelez-vous que le professeur Mendoza a été happé alors qu'il revenait justement des obsèques de la belle-mère du chef de l'État. Là, on décrypte le Machiavel. Il y a également l'imprévisible, car rappelez-vous de la manière avec laquelle le président Biya a fait sauter du gouvernement son ami de longue date, le professeur Léopold Ferdinand Oyono, dont il était un des grands confidents. L'histoire raconte que le matin, ils avaient joué au Songo, mais dans l'après-midi, le président avait utilisé son pouvoir discrétionnaire pour le relever de ses fonctions. Là, vous avez l'imprévisible. Il y a également l'équilibriste, car dans les nominations du président Biya, vous voyez généralement que c'est des remplacements poste par poste. Il relève de ses fonctions un fils d'un département X pour le remplacer par un du même département. Et il y a enfin le loyal. Biya, quoi qu'on le dise, est un homme loyal parce que dans la plupart de ces nominations, vous vous rendez également compte que ceux qui reviennent, ce sont des gens qui lui sont très proches et ce sont des amis à lui. Donc vous avez à la fois le sphinx, vous avez le Machiavel, vous avez l'imprévisible, vous avez le loyal et vous avez l'équilibriste. Tous ces éléments font la méthode Biya. Alors Armand Okol, avant de se séparer, j'aimerais qu'on apprécie rapidement l'actualité sur le continent. C'est cette investiture du président Muhammadu Buhari, investiture qui a donc eu lieu précisément, c'était ce vendredi à Abuja. Grand absent de cette cérémonie, une fois de plus, comme en 2011,
le président de la République qui s'est fait représenter par Amadou Ali, qui est donc le ministre délégué à la présidence de la République chargé des relations avec les assemblées. En 2011 déjà, le président s'était fait représenter par le président de l'Assemblée nationale, Kavaye Guédibril. Comment comprendre cette politique de la chaise vide? Je serais tenté de dire que l'absence du président Biya aujourd'hui, lors de l'investiture de Mohamedou Bouhari, ne surprend que ceux qui voulaient être surpris. Le président, à plus d'une fois, a démontré que sa diplomatie consiste à regarder ses pairs africains de haut. Rappelez-vous, vous faites bien de mentionner cet événement précédent où il avait été représenté par le président de l'Assemblée nationale, cette fois-ci par le ministre délégué à la présidence chargé des relations avec les assemblées. Pourtant, il faut rappeler que le Cameroun et le Nigeria entretiennent sur le plan de la diplomatie des relations très étroites. Je voudrais vous rappeler que le 18 mai 2010 à Yaoundé, en pleine célébration du cinquantenaire de l'indépendance, eh bien, au Cameroun et à Yaoundé, il y avait un chef d'État nigérian et 2 anciens chefs d'État qui étaient venus rendre l'amitié au président Biya. À partir de ce moment, rien ne pourrait expliquer qu'il n'aille pas rendre ses amitiés à son homologue nigérian. Surtout, et vous le savez autant que moi, aussi bien au Nigeria qu'au Cameroun, eh bien, l'élection de Bouhari a été saluée parce que, dit-on, c'est l'homme de la situation pour combattre Boko Haram. Cette secte est arrivée à créer d'énormes dégâts au Cameroun, tout simplement parce que, une fois de plus, la diplomatie entre le Cameroun et le Nigeria n'a pas fonctionné à merveille, car au début de ces affres, le Nigeria avait fait un pas en direction du pouvoir de Yaoundé pour demander le droit de poursuite. Les autorités du Cameroun avaient alors brandi l'ingérence et que l'intégrité du Cameroun ne serait pas protégée. Vous avez donc vu que la suite a donné raison à ceux qui auraient voulu que le Cameroun accordât alors à ce moment le droit de poursuite. Donc, quel que soit le bout par lequel on peut le prendre, c'est une mauvaise diplomatie, celle qui consiste à se faire systématiquement représenter lorsqu'il y a des grandes questions comme celle-là. Je suis certain, et vous avec, que le président de la République aurait fait le déplacement pour le Nigeria, qu'il aurait eu un premier véritable contact avec son homologue, même si l'occasion ne s'y prête pas, mais la seule présence aurait énormément permis qu'il y ait rapprochement entre le pouvoir de Yaoundé et celui d'Abuja. Alors, 2 questions rapidement pour sortir de cette phase d'entretien avec vous, monsieur le directeur de l'information. Dans son discours d'investiture, le président actuel du Nigeria a déclaré qu'il va combattre avec la dernière énergie la secte djihadiste Boko Haram. Qu'est-ce qu'on peut concrètement attendre de Bouhari quand on sait qu'en 2011, il était candidat à la présidentielle, candidat malheureux déjà, mais qu'il était favorable à la charia? J'apprécie le jeu de mots que vous employez. Je suppose que c'est un jeu de mots parce que je suis un de vos téléspectateurs également. Vous l'utilisez pour vos invités. Non, écoutez, il y a 2 postures. Il y a la posture de campagne électorale du président Bouhari qui, ne l'oublions pas, est quand même un musulman issu de la zone du Nord. Et lorsque vous êtes dans la posture de l'homme qui est à la quête des suffrages, eh bien, vous dites aux électeurs ce qu'ils voudraient que vous le disiez à ce moment-là. Mais une fois que vous avez revêtu la toge du président de la République, il y a une donne qui est autre. Alors, qu'est-ce qu'on peut attendre du président Bouhari contre la secte islamiste Boko Haram? N'oubliez pas que c'est un général. N'oubliez pas le premier acte qu'il a posé avant même l'investiture d'aujourd'hui, l'acte qui consiste à remettre en cause la condamnation de certains de ses compatriotes qui avaient été accusés de ne pas jouer à fond leur rôle d'hommes d'armes pour combattre la secte islamiste Boko Haram. Quels que soient les cas, Bouhari, je l'ai dit tout à l'heure, est l'homme de la situation, c'est un militaire et des informations en notre possession font état de ce que il a l'habitude, il avait même déjà l'habitude étant général d'aller lui-même sur le terrain. On est sûr, on est certain que seulement sa présence à la tête du pays est un élément dissuasif. Et maintenant, avec la stratégie, avec la forte connaissance qu'il a du terrain, eh bien, on s'imagine que les jours de Boko Haram sont désormais comptés au Nigeria et par conséquent au Cameroun.
Alors, on parle du développement du Nigeria à présent pour révéler néanmoins que le pays est la première puissance économique depuis quelques semaines. La nouvelle est d'ailleurs officialisée. Boari prend donc un pays qui est en pleine floraison, en pleine effervescence économique, mais un pays également sur lequel les recettes s'adossent sur la vente du pétrole brut à 60%. Donc, comment Boari va donc procéder dans un contexte où on parle de chute du prix des matières premières, en l'occurrence le pétrole, pour essayer d'absorber le taux de chômage au Nigeria, donner de l'eau et électrifier le pays? Écoutez, ça va être une équation assez complexe parce que, vous faites bien de le dire, le Nigeria repose son économie d'abord sur le pétrole. Or, avec la chute du prix du baril sur la place internationale et très curieusement, la hausse du prix du carburant au Nigeria et les manifestations qui s'en sont suivies, eh bien, il sera bien obligé d'aller puiser ailleurs. Alors, dans son discours de campagne, il a également mis l'accent sur le développement de l'agriculture, une agriculture qui n'avait véritablement plus droit de citer compte tenu du contexte sécuritaire. Il y a également au Nigeria une forte possibilité eh bien, du développement de la pêche. Et une fois de plus, c'est une industrie qui ne pouvait pas se développer compte tenu de l'insécurité. Mais n'oubliez pas, le Nigeria est devenu aujourd'hui, grâce à Nollywood, une vaste industrie cinématographique. Et vous savez parfaitement à quel point ces produits sont consommés sur la place américaine. Et il ne faut pas qu'on l'oublie. Aujourd'hui, si le Nigeria parvient à être la première puissance africaine, c'est compte tenu de son pouvoir démographique. On parle de près de 180, sinon 200 millions de Nigériens aujourd'hui. Oui. Simplement, la consommation eh bien, de cette masse permet que tous les projets possibles soient envisageables. Et je suis certain qu'en diversifiant simplement l'économie, eh bien, Boari pourrait sortir le Nigeria du marasme dans lequel il se trouve actuellement. Merci, monsieur le directeur de l'information, pour ces analyses et ces éclairages sur l'actualité politique au Cameroun, mais également à l'échelle continentale. C'est moi qui vous remercie de m'avoir invité. Et nous poursuivons ce journal à présent avec le monument du cinquantenaire de la réunification et de l'indépendance qui restera à Sodiko dans le 4e arrondissement de la ville de Douala. C'est la principale information qui a filtré au cours de la descente sur le terrain de l'exécutif communautaire qui effectuait une visite des chantiers en cours de réalisation dans la ville de Douala. À sa suite se trouvait nos reporters Frédéric Moutomé et Christian Tamfou. Le monument des cinquantenaires de l'indépendance et de la réunification du Cameroun ne quittera pas sa place de Sodiko à Bonaberi. La communauté urbaine de Douala, le ministère des Travaux publics et l'entreprise en charge des travaux d'aménagement de la pénétrante au ouest de la ville de Douala se sont accordés sur la nécessité de préserver cet espace hautement culturel et historique pour les Doualais et partant pour le Cameroun. Le monument est sauvé, le monument ne sera pas enlevé. Vous savez que quand on a mis un monument, surtout un tel monument symbolique, ça devient un lieu pratiquement sacré dans la tête des gens. Donc on ne va pas bousculer le monument. Et le moment venu, vous allez voir comment sera enfin sa visibilité par rapport aux aménagements de cette jonction-là. Dans cette visite des chantiers de ce vendredi 29 mai 2015, la caravane conduite par le docteur Fris Ntonentone s'est rendue en Mambanda, en Dobo, à Oyak et à bien d'autres endroits pour constater l'état d'avancement des travaux pour un coût total de 5 milliards pour 3 grands projets qui entendent améliorer la mobilité urbaine des populations mais aussi désenclaver certaines zones hautement habitables de la ville de Douala. Vous savez qu'arriver à Bonamatumbe, Bonendale, c'est un parcours de combattants. Donc cette voie qui sera pavée d'1 kilomètre 800 va beaucoup soulager. En dehors du fait que l'arrivée de la route améliore la mobilité, mais il y a certaines routes qui ont d'autres fonctions importantes, c'est-à-dire désenclaver toute une zone. La jonction Oyak jusqu'à vers le carrefour de Koti, qui permet donc de désenclaver toutes les populations de Oyak, mais aussi être utile par rapport à ceux qui viennent de Yaoundé. Si le village est encombré, on peut passer par là.
Au-delà de ces travaux d'aménagement qui avancent plutôt bien, les actions de lutte contre le désordre urbain ont aussi été menées à l'endroit de certains récalcitrants et contrevenants à l'ordre public au quartier Bali. Vous savez, certains de nos compatriotes, nos concitoyens, empiètent un peu trop sur l'espace public. Quand nous arrivons, donc, nous donnons les sommations, on donne des délais. Et quand ces délais ne sont pas respectés, nous sommes obligés d'arriver sur le terrain et agir. Avec ces chantiers structurants et ces projets d'envergure, la ville de Douala voit progressivement et sûrement sa voirie urbaine être améliorée. Une bonne nouvelle donc pour ces millions d'habitants. Et puis nous l'annoncions également en titre dans cette édition du 20h sur LTM Télévision. Les populations de Newton Aéroport dans le 2e arrondissement de la ville de Douala baignent dans une zone sécure depuis plusieurs semaines. Les agressions se multiplient dans ce quartier. Les populations interpellent désormais les pouvoirs publics, les forces de maintien de l'ordre. Je vous propose de suivre ce reportage de Armenga. Les images sont signées Christian Tamfou. Le quartier Newton Aéroport dans le 2e arrondissement de la ville de Douala, décidé à mener la lutte contre ces fléaux qui prennent de plus en plus de l'ampleur. De jour comme de nuit, les populations sont victimes d'agressions de certaines personnes, notamment les jeunes. Il y a l'autre mauvais phénomène aussi, ce qu'on appelle les boys, les Irakiens, qui se regroupent et descendent, font une descente punitive comme ça, la machette à main, toute arme à main, et créent toutes sortes de problèmes. Et je dirais aider à cela par, n'est-ce pas, nos voisins des pays qui sont aujourd'hui dans les problèmes. Leurs enfants sont ici, au lieu de vivre tranquillement parce qu'ils ont laissé des problèmes derrière eux, ils viennent encore en créer d'autres ici. Et il faut aussi reconnaître que nos petits du septentrion aussi, à peine arrivés ici, se lancent dans les mêmes choses. J'ai un salon à mon épouse et subitement, une nuit, des gars sont venus, ils ont tout cassé, ils sont entrés, ils ont tout porté ce qui est à l'intérieur. On a mené les enquêtes, on n'a pu rien faire. Jusqu'aujourd'hui, on n'a pas trouvé ces gars. Un acharnement coup de poing qui sera lancé dans les prochains jours avec l'aide de toutes les populations, particulièrement les forces de l'ordre. Mené avec beaucoup d'acharnement. Parce que nous avions tenu déjà plusieurs réunions avec les forces de maintien de l'ordre, en l'occurrence les responsables au plus haut niveau de la gendarmerie et de la police, qui ont décidé de nous accompagner dans cette lutte. Et nous sommes... Bien que la machine soit mise en marche, des poches de résistance se font encore ressentir. De l'autre côté, il y a aussi des vieux gros porteurs, donc je veux dire des gros cas qui ont plusieurs places, abandonnés comme ça là, ici, toujours à l'Axolou. C'est leur refuge, c'est là-bas dedans qu'ils dorment. Donc il faut aussi voir de ce côté. Et d'ailleurs, il est prévu dans les prochains jours des descentes dans toutes les maisons du quartier afin de recenser les différents foyers de délinquance. Une prochaine réunion est programmée dans les prochains jours avec les différentes forces vives de l'arrondissement et même de la ville pour mettre fin au fléau qui n'a que trop duré. Ici, le vœu est vite formulé. Et nous souhaitons toujours qu'une patrouille soit régulière. Donc chaque jour, qu'on se retrouve peut-être en train de voir qu'au moins à une certaine heure, les pick-up des policiers fassent le soir des tours. Pour ce qui est de l'insalubrité, le combat est presque gagné d'avance avec l'adhésion de toutes les populations. Un quartier dans lequel désordre et promiscuité se côtoient au quotidien. Vivement que la paix et la sécurité reviennent dans ce quartier situé dans le 2e arrondissement de la ville de Douala. Et c'est avec cette actualité que nous refermons cette édition du 20h préparée par toute l'équipe rédactionnelle et technique d'LTM Télévision. Passez un bon week-end sur nos antennes qui, dans les programmes, se poursuivent. Au revoir.